Bienvenue dans ce cours à distance. Je suis Idrissi Amel de l'université Moulay Ismail. Je suis prof de l'organisation administrative pour le S2. Alors, ça c'est un cours, comme je l'ai dit la séance passée, c'est un cours qui est spécial. Pourquoi? C'est un cours qui porte sur la méthodologie. Et comme je vous l'ai dit, je ne vais jamais m'arrêter de le répéter parce que c'est très très important. La méthodologie, c'est ce qui fait le juriste. Pour être un bon juriste, il faut avoir une méthodologie juridique, bien entendu, qui va vous permettre de faire de l'analyse, de commenter, d'être cohérent, d'être concis, d'être clair et d'être simple. Alors, pour ne pas perdre le temps, je me suis arrêtée la fois passée au niveau de la problématique et j'ai fait exprès de m'arrêter au niveau de la problématique parce que c'est ça, toute la dissertation, elle se passe ici. Les autres éléments, c'est vrai, c'est très important, mais ce sont les ingrédients qui vont vous pousser vers la question juridique, c'est-à-dire la question de droit. Alors, si vous ratez ce point-là, vous ratez toute la dissertation. Vous pouvez écrire maladroitement une définition, bon, ça peut être des petits points en moins, mais si vous ratez la problématique, vous ratez toute la dissertation. C'est-à-dire là, c'est pas possible de se rattraper à moins de refaire la matière. Et pourquoi en arriver là? Donc, vaut mieux prendre un peu de recul au niveau de l'examen, par exemple 15 minutes, 20 minutes, et je construis comme il faut le point de ma démonstration. Alors, comme je l'ai expliqué dans les séances passées et même dans c'est-à-dire les séances qui ont été dédiées à la méthodologie, je vous ai dit que votre dissertation au niveau de l'introduction, c'est comme l'entonnoir. C'est-à-dire, on va du général pour arriver à ce particulier qui est ma problématique. C'est-à-dire, je vais prendre la question, l'interrogation, l'affirmation, ça dépend de ma question d'examen, et je vais essayer de la reprendre d'une manière claire en mettant en relief mon angle d'attaque, c'est-à-dire de quelle manière je vais attaquer cette question. Vous n'avez pas le droit de le faire d'une manière subjective, non, il faut le faire d'une manière objective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre l'affirmation ou la question qu'on vous a posée. Elle est claire dans ma tête parce que j'ai étudié mes concepts et j'ai étudié les outils qui sont à l'intérieur de ma question. Et quand je dis outils, ça peut être un ou, ça peut être un et, ça peut être dans quelle mesure, ça peut être comment, ça peut être déformé. Tout ça, ce sont des outils. Il ne faut pas les sous-estimer. Toute la question de la dissertation est au niveau des outils. Alors, je vais prendre les outils, je vais prendre mes concepts et je vais essayer de les mettre ensemble et de poser une question un peu plus claire de ce qu'on me demande de faire. Un cas pratique. Supposons que la question c'est la décentralisation et la déconcentration. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux concepts, décentralisation, déconcentration. Combien on a d'outils? Un seul outil, c'est le et. Le et, qu'est-ce qu'il a comme fonction? C'est une conjonction de coordination. Donc, ça lie deux concepts qui appartiennent à la thématique générale qui est l'organisation administrative. Alors là, je dois comprendre qu'est-ce qu'on attend de moi. Est-ce que j'ai le droit de traiter dans une première partie décentralisation et dans une deuxième partie déconcentration? Si vous le faites, vous avez raté votre matière. Pourquoi? C'était pas ça. Ça, c'est de la récitation. Ça, c'est le cours. On vous a posé cette question et sous forme affirmative afin que vous arriviez au point de démontrer quelle est la connexion entre ces deux concepts. Il y a un point en commun, mais aussi il y a des divergences. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon plan, je vais essayer de l'aménager de tel point que j'aurai une partie où il y a les éléments qui convergent pour la décentralisation et quels sont les éléments où ils convergent. C'est que les deux, ce sont des techniques d'organisation. Oui, les deux sont prévus par la Constitution. Je suis en train de citer les éléments. Vous savez, j'ai comme habitude de ne pas donner un plan. Vous savez pourquoi je ne donne pas un plan? Souvent, les étudiants, quand je donne un plan, ils l'apprennent par cœur ou ils croient que c'est le seul plan et l'unique
Pourquoi? Parce que je suis professeur. Non. Il y a une multitude de plans. Et tous les plans sont jusqu'à preuve du contraire. Et c'est quoi le contraire? C'est qu'au moment de la démonstration, il n'y a pas de cohérence, il y a des contradictions, il y a des hors-sujets, il y a du blabla qui n'a rien à voir avec la question à traiter, que ce soit une affirmation ou une question. Et c'est ça, tout le socle du problème. Donc pour éviter tout ça, n'essayez pas d'apprendre les plans. Essayez de travailler les plans, oui. Apprendre un plan, ça ne va pas vous mener plus loin. Ça va vous piéger. Vous allez être esclave à ce plan-là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous épanouir en cherchant à faire une démonstration magnifique. Comme je l'ai répété à mes étudiants, il faut être des ingénieurs de plans. Ça s'apprend, ça. On peut. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire non, 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 vous n'allez jamais arriver. C'est faux. Avec l'exercice, vous allez arriver. Je suis sûre et certaine. Mais il faut s'exercer, c'est-à-dire il faut pratiquer, il faut au moins avoir fait une cinquantaine de dissertations. Souvent les étudiants, s'il arrive à faire c'est une dissertation, il y a beaucoup de bachotage, où il a essayé de bricoler à droite et à gauche en demandant à une personne, est-ce que vous avez fait un résumé, est-ce que vous pouvez me donner votre plan du cours, SSS, et après il ramasse l'ensemble de ces éléments-là, où il dit voilà madame, j'ai pu écrire 4 pages correctes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la compilation. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est pas un effort. Il faut qu'il y ait un effort de démonstration. C'est-à-dire que j'ai une équation, qui est la question, j'ai les outils pour la démontrer, et bien vous faites comme en mathématiques. C'est pas un hasard qu'on les appelle les sciences juridiques. C'est une science, donc il y a des règles. Il ne faut pas sous-estimer cet élément-là qui est très important. C'est pas je peux dire ce que je veux, je vais faire comme une rédaction au lycée. La rédaction au lycée, c'est une chose qui est à part. C'est bien. Elle vous a appris à faire une production concernant, il vous donne peut-être des documents, peut-être il ne vous donne pas. Et là, je veux insister sur un élément qui est très important pour vous montrer quelle est l'importance de cette méthodologie académique, universitaire. Souvent à la maison, par exemple, lorsqu'il y a un rendu, ou bien vous avez une mémoire, vous avez accès à l'information. Pourquoi vous le ratez? Il faut se poser cette question. Pourquoi c'est raté? Souvent, c'est le cas. J'ai suivi des étudiants pendant leur mémoire ou bien des rendus, même au niveau du master, on trouve qu'il y a une faiblesse au niveau méthodologique. Pourquoi? Ils croient qu'en compilant les informations, c'est ça le travail. Le travail, c'est une démonstration. Je veux que vous ayez ça dans votre tête, quelle que soit la matière. Et j'insiste sur les matières qui sont juridiques. J'insiste sur cette question parce que c'est ce qui va faire de vous le juriste. Un juriste, ce n'est pas quelqu'un qui va réciter. Les articles sont disponibles au niveau de mon code. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut les lire, il faut les comprendre. Et voir comment les utiliser, pourquoi je vais les utiliser ici et pas là, pourquoi je vais faire appel à cet article et pas un autre. Qu'a dit le juge sur cet article-là? Parce que l'article ne suffit pas, il y a aussi la jurisprudence. Et je l'ai dit, je l'ai répété, la bouche de la loi, c'est le juge. C'est lui qui interprète la loi. Donc c'est très important de prendre en considération la jurisprudence. On ne peut pas seulement se suffire à... Parce que souvent la loi, vous l'avez fait en première année, il ne faut jamais oublier, il faut capitaliser l'information. La loi, comment elle est caractérisée? Elle est générale, elle est impersonnelle, elle est sanctionnée par l'ordre public. Donc ce caractère de généralité va nous amener à s'intéresser comment le juge l'a interprété. Et n'oubliez pas la séparation de pouvoir. Donc, la problématique, donc, c'est une question qui est cruciale, très importante. Il ne faut pas la sous-estimer parce que c'est toute la question. Tout va se jouer ici. Ou bien vous allez faire une belle dissertation, ou bien la dissertation ne va pas répondre à la technicité juridique universitaire, ou bien c'est un hors-sujet et c'est facile de glisser, parce que souvent les étudiants sautent sur un concept, ou bien ça, il a appris une chose par cœur, oui. Oubliez ça. Lorsqu'il y a une question, restez connecté avec la question. Je prends la question et je l'inscris dans le cours, et pas le contraire. Je dis, écoutez, cette question-là, est-ce qu'elle fait appel, par exemple, à la première partie? Elle fait appel au deuxième paragraphe du 3e chapitre? Elle fait appel à un autre point? Et moi, je dois avoir cette capacité
capacité de synthèse et de prendre l'ensemble des éléments, d'essayer de les rendre plus cohérents et de poser une question qui est claire, où moi-même je suis à l'aise pour pouvoir y répondre. Et souvent, j'ai vu sur certaines copies, les étudiants essayent seulement de poser une question, peu importe, même si ce n'est pas la question de ce qu'on leur demande. Pour lui, il a dit, j'ai posé une question. Non, il faut que ça soit toute la question, rien que la question, pas autre chose. Si vous voulez faire du bon travail et être sûr, et vous n'avez pas besoin de dire tel prof ou tel autre, non. Lorsqu'on respecte les normes, quel que soit le correcteur, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Il n'y a pas quelqu'un qui va voir, par exemple, un travail qui est magnifique et il va le sous-estimer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut être correct avec soi-même. C'est-à-dire, lorsque il y a la question qui est posée et qui va reprendre ce qu'on attend de vous, bien entendu, il va y avoir que du plaisir à lire cette copie. Alors donc, la problématique, c'est une question. Ça peut pas être, et ça peut être une seule question. Parfois, on peut accepter des petites sous-questions. Par exemple, l'étudiant, il veut nous expliquer cette grande question qu'il a posée. Par exemple, dans quelle mesure peut-on considérer que le roi est une autorité administrative? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire dans quelle mesure? C'est-à-dire, c'est une manière de dire oui, mais il y a des limites. Il y a des limites, ça peut être une limite juridique, parce que, comme on l'a vu dans le cours, à aucun moment la Constitution n'a qualifié le roi d'une autorité administrative. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a approché la qualification administrative comme autorité administrative, l'institution royale. Pourquoi? Parce qu'il préside, il nomme, il a l'initiative, et même au niveau de la son, on dit peut-être. Mais au niveau de la deuxième partie, vous allez démontrer que le juge a répondu à la question et d'une manière unanime, c'est-à-dire il y a un consensus jurisprudentiel extraordinaire. Alors là, lorsque je vais dire dans quelle mesure, dans le plan, il faut avoir une limite. Impossible, parce que vous êtes en train de dire, c'est comme jusqu'à quel point on peut aller pour confirmer ou pour s'interroger sur la qualification juridique comme autorité administrative, l'institution royale. On va en profondeur, on va dire, si on n'arrive pas, est-ce que d'abord les actes du roi sont des actes qui peuvent être qualifiés d'un acte administratif? Donc si c'est un acte administratif, il est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Mais la jurisprudence a répondu non. Et la doctrine, elle est divisée sur ce point-là. Donc là, ce sont des ingrédients qui vont vous permettre de faire une belle démonstration sans qu'il y ait de prise de position, parce que vous n'avez pas le droit, ce n'est pas le moment. Prise de position, elle va vous piéger, parce que vous allez commencer par dire « je », il n'y a pas de jeu. Il a été démontré, et je mets l'argument. Et là, je vais insister sur un point, là, je vais le mettre pas entre parenthèses. Lorsque je vais annoncer le plan, il faut l'avoir en tête. Quel est ce point-là? C'est qu'une fois que j'ai posé ma question, je vais dire pour pouvoir répondre à cette question-là, je vais l'articuler par le plan suivant. Et je vais tracer mon plan et essayer d'avoir sur chaque feuille, à page à part, mon grand 1 et je mets sur une autre feuille mon grand 2. Alors pour vous expliquer, moi je vais garder la même feuille, je vais écrire sur la même page, alors mon grand 2, je vais mettre mon grand A et mon grand B. Faites attention ici, là c'est très important de faire attention à une chose. Je ne peux pas mettre mes intitulés qui ne sont pas qualifiants, c'est-à-dire je dois toujours, lorsque je vais vous montrer une technique, je donne un intitulé par exemple ici, et je dois dans ma tête ou l'écrire en crayon pour ne pas oublier qu'est-ce que je veux démontrer, mon intitulé, qu'est-ce qu'il veut démontrer. Par exemple, je pose la question décentralisation, l'étudiant commence ici par décentralisation. Ça, c'est pas qualifiant, ça c'est le cours. Qu'est-ce que vous voulez traiter dans la décentralisation? Qu'est-ce que vous voulez mettre en relief? Qu'est-ce que vous voulez mettre en relief? Par exemple, la décentralisation. Réfléchissez à cette question. Qu'est-ce que je veux qualifier?
Comment je veux démontrer que la décentralisation, c'est une technique administrative qui assure plus de démocratie, avec plus d'autonomie, avec une personnalité juridique? Comment rendre ce concept qui est simple à un titre qui est qualifiant? Et là, je vous invite à faire une chose, toujours, dans vos intitulés, puisqu'on vous demande de qualifier, il faut avoir l'adverbe ou bien un adjectif qualificatif. Vous n'avez pas le droit de conjuguer un verbe, c'est inadmissible. À la limite, on peut accepter un participe passé ou un participe présent dans l'intitulé, pour lequel il ne faut jamais mettre un point. Jamais, on ne met pas de points au niveau des intitulés, jamais. À la limite, on peut accepter un intitulé sous forme de question. On peut l'accepter. Alors, j'avance. Ici, il est de rigueur d'avoir ce qu'on appelle un chapeau. Qu'est-ce que ça veut dire un chapeau? Un chapeau, c'est un petit paragraphe de 3-4 lignes qui va reprendre ces sous-idées. Vous avez une idée ici et une idée là. Et ces deux idées reprennent l'intitulé principal. Si vous donnez deux intitulés ou qui ne répondent pas au titre de la première partie, c'est que vous avez un problème. C'est que mes sous-parties, ce sont des idées, mais c'est-à-dire ce sont comme des partitions d'idées qui vont essayer de consolider l'intitulé de ma première partie. C'est une manière de dire que on a un argument, on a une explication, on a une illustration. Essayez d'avoir toujours ça dans votre tête au moment où vous voulez faire le grand A ou bien le grand B. Alors, dans mon grand A, je dois avoir un argument, une explication, une illustration. Dans mon grand B, j'ai un argument, une explication, une illustration. Vous pouvez inverser, mais il faut faire attention. Je peux commencer par l'illustration. Par exemple, je peux dire, au niveau de la Constitution de 2011 marocaine, l'article 1er a réservé à la décentralisation une place de choix. L'organisation administrative marocaine est décentralisée. C'est très important ça, j'ai déjà illustré et je vais expliquer. Est-ce que le terme décentralisation, vous le trouvez seulement au niveau de cet article-là ou bien il y a des articles qui vont détailler davantage? Je suis en train d'argumenter et d'expliquer que si l'article 1 a ouvert le bal pour la décentralisation, le titre qui a été réservé aux collectivités territoriales avec les lois organiques est venu pour nous expliquer davantage le degré de développement de la décentralisation au Maroc. D'accord ? Bien. Alors, donc, le chapeau, il est important parce que je reprends mes 2 points. Avant de passer à la deuxième partie, il y a la transition. Il ne faut pas l'oublier. Et vous voyez, c'est comme si je suis en train de broder. Il y a un point qui m'envoie un autre point. C'est-à-dire, je ne peux pas passer d'un point à un point sans qu'il y a un arrêt où je vais me poser des questions. Vous avez les ingrédients, il faut les pratiquer. Comment vous allez les pratiquer? En faisant une dissertation chez vous. C'est un exercice. Quelqu'un qui devient mathématicien, c'est pas il rêve et il est mathématicien, il fait des exercices. Il fait les exercices et après il développe ce réflexe que une fois qu'il y a une question, il sait déjà quelle formule il va appliquer, il est déjà au courant de la solution, il est déjà au courant de la tendance de la courbe, il est déjà au courant qu'est-ce qu'il va faire dans son tableau de variation, tout est clair dans sa tête. C'est-à-dire pour quelqu'un qui sait, avant il voit déjà l'équation, il est déjà au courant. Est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est pas une droite? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Bon, bref. Alors là, on essaie de prendre ces éléments-là au niveau d'une science qui est exacte et on essaie de l'appliquer. C'est vrai, ça, c'est pas une science exacte, mais c'est une science quand même. Il y a des règles. Alors, j'aimerais bien que vous développiez ces réflexes. C'est-à-dire, pour vous, ça devient comme automatique. J'ai une question, je vais dire mes concepts, je les souligne. Où sont mes outils? Je fais un rang au niveau de l'outil et je dis où est-ce que je vais inscrire ça au niveau de mon cours. Je l'inscris au niveau de mon cours. Et une fois que c'est inscrit devant le cours, je vais dire quels sont tous les éléments qu'on a traités dans le cours qui se rapportent à cette question-là. Je vais les mettre sur une page. Et après, je vais ramasser les choses où il y a une cohérence. C'est-à-dire,
les éléments qui sont le soubassement, par exemple, au niveau institutionnel, les éléments qui sont le soubassement au niveau fonctionnel, les éléments qui viennent ramener des limites, parce que, comme vous le savez, chaque règle juridique est assortie de limites. Il faut ça le mettre en relief, comme ça va donner plus de valeur à votre travail. Donc, on a ici une transition et je vais reprendre le même travail, c'est-à-dire après la transition qui va annoncer, après avoir traité les éléments par exemple où la décentralisation et la déconcentration convergent, il serait intéressant de voir les points qui vont constituer leur divergence entre concentration et décentralisation. La même chose, je fais un petit chapeau ici qui reprend les deux points. Et la conclusion n'est pas obligatoire. La conclusion, elle est facultative. Soit que vous avez la capacité, au niveau de la conclusion, de faire une ouverture. Par exemple, si je parle de la décentralisation, le Maroc, il est allé jusqu'à la régionalisation avancée. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette régionalisation avancée ? C'est-à-dire, on veut qu'il y ait une certaine autonomie au niveau des 12 régions et que chaque région bénéficie de la modernité, bénéficie de la démocratie, bénéficie de l'égalité des chances, bénéficie de l'accès au travail, bénéficie d'un environnement propice au développement culturel, économique et social, bénéficie de la subsidiarité, c'est-à-dire en fait de la gouvernance aussi, de la bonne gouvernance. Donc l'ensemble de ces éléments-là, vous pouvez faire une ouverture comme quoi le Maroc, il est sur le chemin d'une organisation qui met en relief la modernité et la démocratisation. Bien, alors regardez, je vais reprendre brièvement certains points comme ça, je vais mettre en relief là où il y a plusieurs questions de la part des étudiants. N'oubliez pas l'entonnoir qui est très important, je définis mes concepts, je fais l'évolution historique, je limite mon sujet pour ne pas parler de tout et de rien, je montre l'intérêt et là, je suis obligée de montrer est-ce que ça présente un intérêt économique, juridique, social, démocratique. C'est une inscription au niveau de la tendance mondiale vers une globalisation ou bien vers une ouverture vers le marché international. Ça dépend de la question. Donc moi, c'est-à-dire l'intérêt, il dépend du degré de votre culture juridique. Problématique, c'est l'élément le plus important et c'est-à-dire c'est un élément crucial à ne pas rater parce que c'est toute la question. Et souvent les étudiants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils posent une question à laquelle ils ne répondent pas. Ça, c'est rien. Il faut répondre à la question de l'examen, pas à votre question. Si vous répondez à votre question, je suis sûre et certaine que vous n'allez pas avoir une bonne note. C'est raté d'office. Ou bien, même si on insiste sur cette méthodologie, il y a l'étudiant qui va rédiger 4 pages où il n'y a pas de plan. Il dit « Madame, mais j'ai sauté les lignes et j'ai essayé de faire les paragraphes apparents, comme ça de vous-même, vous voyez le plan. » Non, monsieur. Au niveau juridique, ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir un plan binaire. C'est une obligation et ce n'est pas une perte de temps. Ne croyez surtout pas qu'au niveau du TD, on perd le temps à vous casser la tête, c'est pour vous maltraiter, ou bien pour vous compliquer l'existence, ou bien pour vous dire non, c'est une obligation, pour dire que c'est une obligation. Non, 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 monsieur. Non, et mademoiselle aussi. Alors, c'est une obligation pour arriver à vous faire parvenir à faire un travail qui est correct au niveau de sa technicité, parce que vous allez apprendre quelque chose de bien. Et après, même si vous êtes dans une conférence, vous voulez faire un rapport, c'est une méthode qui paye. Vous n'êtes pas perdu. Souvent, ça arrive. Parce que quelqu'un qui est en train de, je ne sais pas, de vous rapporter une histoire ou un événement, et après, il se tait et vous dites, mais écoutez, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il a voulu dire, même oralement. Pourquoi vous êtes gêné parce que vous n'avez pas... Parce qu'il a parlé de tout et rien, c'était pas cohérent. Il n'a pas commencé par définir, inscrire dans le temps et dans l'espace d'une manière temporelle et au niveau de l'espace aussi.
Il faut inscrire, c'est-à-dire je suis en train de parler de la décentralisation où? Au Maroc. Avec quel texte juridique? Il y a un étudiant qui va dire, écoutez, la Constitution de 1963 stipule que, et c'est la première expérience au niveau de la Constitution de 1962 stipule que, et il fait référence à la décentralisation alors qu'il n'a jamais été question de ça. Ou bien il s'est arrêté au niveau de 1963, ou bien il s'est arrêté au niveau de 1976, alors qu'il y a les lois organiques de 2015. C'est bien d'avoir l'historique, mais le dernier élément qui est fondamental, qui est important, qui est pris en considération, c'est le texte juridique récent, qui réglemente la chose ici et maintenant. Alors, regardez ce que je vais faire pour ne pas rester au niveau, par exemple, une présentation, il y a des explications, mais je ne sais pas si, par exemple, les étudiants ont compris en profondeur, alors il n'y a pas mieux qu'un cas. Alors ça, c'est une dissertation d'un étudiant. Il me l'a envoyé et il voulait que je corrige son travail. Très bien, c'est un effort qui est louable, mais il y a des incorrections. C'est-à-dire ça, c'était pas correct à plusieurs niveaux. Il y a un effort. Regardez, par exemple, il a choisi lui-même le sujet, la déconcentration et la décentralisation. Très bien, ok. Il a commencé par ce qu'on appelle le stimulus, c'est-à-dire ça, c'est un élément qui est important. Par exemple, avant de commencer ma définition, je n'ai pas insisté là-dessus afin qu'il n'y ait pas de confusion, mais je me suis dit, je vais réserver ce point-là lorsque je traiterai le cas. Avant la définition, il serait intéressant d'avoir ce qu'on appelle l'accroche ou bien le stimulus. C'est quoi ça? C'est-à-dire, je vais prendre une citation d'un grand juriste qui est connu, soit un article de droit de la Constitution, d'une loi organique, soit un décret, c'est-à-dire quelque chose qui est solide sur laquelle je vais monter pour construire mon analyse, ma démonstration. L'étudiant, il a choisi cette citation célèbre de Louis-Napoléon en 1852 qui stipule « On peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près ». Très belle citation. Regardez ce qui va arriver. Il va arriver que cette citation, elle est bonne pour la déconcentration ou la décentralisation? Elle est bonne pour la déconcentration. Parce que regardez, on peut gouverner de loin, mais on ne peut administrer que de près. C'est-à-dire, on peut gouverner de loin, c'est le pouvoir central, et lorsque je veux administrer, je dois me déplacer. Et ça, ce sont les services déconcentrés, ce qui portait le nom de services extérieurs. Parfait. Et après, juste après, il a dit, d'après Michel Rousset, l'administration, c'est l'ensemble d'institutions. Quel est le lien? Quel est le lien entre ces deux paragraphes? Donc là, il y a une incohérence. Ça, c'est très bien. La citation, elle est magnifique. D'après Michel Rousset, de donner une définition sur l'administration en général, elle est magnifique aussi. Il a suivi, voilà, il a mis le stimulus ici et il a commencé à définir que dans l'administration, il y a... Mais il y a une incohérence et il va continuer. Il va définir ici l'administration et après il va s'intéresser à la déconcentration et après il va nous définir qu'est-ce que la décentralisation. Alors qu'il aurait été... Tout ça est juste. Ce paragraphe, il est juste. Ce paragraphe-là, il est juste. Ce paragraphe, il est juste. Ce paragraphe, il est juste. Mais il y a l'incohérence entre les quatre. C'est-à-dire, je ne vois pas l'utilité. C'est-à-dire, si j'étais moi à sa place, je suis en train de rédiger, je vais faire attention à ce que quelqu'un est en train de lire derrière mon épaule. Et ce quelqu'un doit me chuchoter à l'oreille, « Monsieur, arrêtez-vous, parce que là, je ne vois pas de cohérence entre le premier paragraphe, le deuxième, le troisième et le quatrième. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces 4 citations ?» Et c'était la remarque que je lui ai envoyée et il a compris parfaitement et après il m'a envoyé quelque chose de cohérent. Je l'ai gardé pour vous montrer que, voilà, c'est juste, mais c'est incohérent. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre, je vais me dire, je ne suis pas prof de droit, je dois comprendre pourquoi cet étudiant-là, il n'a pas coordonné. Par exemple, là, le stimulus, c'est seulement pour la déconcentration.
seulement pour la déconcentration. Et le stimulus pour la décentralisation, moi à sa place j'aurais fait un stimulus pour l'administration en général. Et après je vais définir en même temps si la déconcentration était la première technique à laquelle a pensé le pouvoir central pour mieux servir l'intérêt général, il n'empêche pas qu'il y a le versant versus qui est la décentralisation, un autre processus de l'organisation administrative qui va renvoyer l'ascenseur aux administrés afin de s'autogérer. J'espère que ce point-là est clair pour vous. Vous voyez par vous-même, regardez là. On cite une chose et après citation d'une autre chose, c'est-à-dire là la définition de l'administration c'est bien, là il a défini qu'est-ce que la déconcentration c'est bien, même si je ne suis pas d'accord sur une chose, lorsqu'il parle de la déconcentration et le phénomène. La déconcentration n'est pas un phénomène, c'est un processus d'organisation. Donc faites attention à ces qualifications qui ne sont pas... c'est pas juridique, c'est-à-dire c'est pas qualifiant, c'est pas quelque chose qui va vous permettre de définir tout en respectant les définitions qui ont été données d'une manière juridique ou bien avec cette rigueur juridique. Alors, bien entendu, il a essayé de poser une question qui est très intéressante, comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire il a fait les points de convergence entre les deux modes d'organisation administrative et les points de... Ça, c'est classique, c'est-à-dire là, il n'y a pas quelque chose à ajouter parce qu'il l'a fait comme on le fait lorsqu'on a un et, on compare les points où il y a une convergence, les points où il y a une divergence, et on peut même faire un autre plan, prendre 2 points où il y a une convergence et 2 points où il y a une divergence et je l'applique pour les 2 cas. Alors sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que ces 2 séances spéciales méthodologie vont être d'une grande utilité pour vous et que vous allez vous exercer chez vous pour rédiger, vérifier et apprendre. Et je crois que si cette méthode, c'est-à-dire vous commencez à l'appliquer dans votre vie d'étudiant, je suis sûre et certaine, ça va devenir votre méthode et elle ne va jamais vous quitter. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci.